Je suis Virginia Manhart-Lubin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la présidente de l'Institut franco-américain et je suis très heureuse de partager avec vous l'ouverture de cette exposition Voyage au cœur des solitudes par l'exceptionnel artiste Lomig. L'exposition est soutenue par le mois de livres en Bretagne et entre aussi dans notre partenariat avec le Festival Rue des Livres. L'Institut franco-américain bénéficie d'ailleurs d'un soutien constant de la ville de Rennes et je les remercie toutes ces organisations sans lesquelles n'aurait pas pu avoir lieu cette exposition. Mon premier contact avec Lomig date de juin 2022, quand il était fraîchement revenu des États-Unis et m'a raconté avec tant d'enthousiasme ses aventures californiennes. Sa tournée avec l'écrivaine américaine Jean Hageland, que nous avons reçue cette année, autour de son livre Dans la forêt. Entre juin 2022 et juin 2023, quand nous nous sommes rencontrés de nouveau, il a complété sa dernière BD, Au cœur des solitudes, qui raconte une partie de la vie de John Muir. John Muir qui était un des premiers naturalistes modernes, un des premiers militants de la protection de la nature, un émigré écossais aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Entre-temps aussi, nous avons reçu Alexis Génie, qui était prix Goncourt en 2011 et qui a écrit en 2022 ou 2023 j'aurais pu devenir millionnaire, mais j'ai choisi d'être vagabonde. Alexis Génie, qui, quand on l'écoute, il y a un mot qui revenait chaque fois quand on lui parle de John Muir dans ses recherches. Et ce mot, c'est l'émerveillement. Et c'est cet émerveillement qu'on ressent aussi en découvrant le John Muir de Lomig, au travers de sa plume et son crayon. Je remercie donc Lomig pour nous avoir ouvert la porte à un voyage onirique et extraordinaire qui est le voyage au cœur des solitudes. Quelques mots sur Lomig. À travers nos rencontres, j'ai découvert son calme, rigueur, son incessante créativité et sa persistance assidue, des qualités que je sais sont incontournables au succès de ses BD. Il a commencé sa carrière en 2006 dans la BD et l'auteur de 4 autres albums depuis et en a aussi publié des courtes histoires. Il a en plus, depuis peu, intégré l'équipe enseignante de l'école de Condé pour les bachelors en illustration et bande dessinée, des étudiants qui ne peuvent pas avoir un meilleur mentor. Donc pour le reste, je vais lui laisser la parole et avant de l'introduire, je vais passer la parole à Elisabeth Lemot, qui est la présidente du Festival Rue des Livres, où Lomig sera l'invité vedette en mars. Merci de me joindre à accueillir Elisabeth. Bonne soirée à tous. Oui. Merci Patricia. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, donc Lomig sera un de nos invités au Festival Rue des Livres qui aura lieu les 16 et 17 mars au Cadet de Bretagne, événement auquel je vous convie tous. Donc Lomig fera partie de nos auteurs invités avec une soixantaine d'autres auteurs est présent sur un des stands de notre festival, une soixantaine de stands de libraires et d'éditeurs. Et il animera également une lecture dessinée le samedi soir à 18h, je crois. Je n'ai pas encore exactement tout le timing en tête. Une lecture animée avec un accompagnement musical. Donc au Cadet de Bretagne, rue d'Entrain. Je vous y convie tous. Le festival est gratuit, donc ouvert à tous, sans droit d'entrée. Et donc, les livres, l'œuvre de Lomig a été retenue par le comité de lecture du festival qui choisit les auteurs. Donc, c'est une grande joie pour nous de pouvoir l'accueillir. Et donc, je vais découvrir l'œuvre ce soir, donc avec vous. Merci. Donc, à vous, Lomig. Merci.
Oui, ben déjà, merci beaucoup à l'Institut franco-américain de m'accueillir ici, hein, et à Livrer Lecture en Bretagne aussi de permettre à cet événement d'exister. Donc oui, je vais vous présenter un petit peu plus largement en fait mon projet Au cœur des solitudes. Donc vous pouvez voir ici la couverture, mais avant ça, il y avait un autre projet. C'était dans la forêt. Voilà, qui est mon livre précédent. Du coup, je voulais en parler un petit peu aussi puisque il est vraiment en rapport avec le suivant. Donc, dans la forêt, c'est l'adaptation du roman de Gene Egland. C'est pour le pitcher un petit peu, c'est qu'il y a eu une énorme panne d'électricité aux États-Unis. Donc rapidement, il n'y a plus à manger dans les grandes surfaces, il n'y a plus d'essence non plus dans les stations-service, et les gens vivent reclus en attendant que ça reparte. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a pu vivre aussi pendant le confinement. Et sauf que là, ça repart pas, et on va suivre en fait deux sœurs qui ont 17 et 18 ans et qui vivent dans une maison comme ça en plein milieu d'une grande forêt de Californie, donc avec les grands séquoias géants. Et voilà, donc c'est vraiment, ils vont devoir apprendre à recollaborer avec la nature pour survivre. Donc c'est vraiment un livre sur notre capacité à nous réinventer quoi qu'il arrive et sur la résilience. Et donc ça a été une super aventure ce livre parce que déjà je crois que ça a permis à mon travail de gagner beaucoup en visibilité, mais ça a été aussi une super rencontre parce que j'ai pu rencontrer Jean Egland et c'est devenu une amie. Elle a suivi tout le processus de création de mon album et quand je l'ai terminé, elle m'a invité aux États-Unis parce qu'elle est californienne donc. Pour voir les grandes forêts que j'avais dessinées, quoi. Sauf que la Covid est arrivée par là, un peu plus tard, et ça n'a pas été possible. Et donc moi, j'ai commencé à écrire, travailler sur un nouveau projet. Au début, j'avais un petit peu mal à m'orienter. Je savais juste que je voulais que la nature reste toujours au centre de mes histoires, mais je ne savais pas exactement quoi raconter. Et du coup, je lisais pas mal de livres sur des personnes qui ont eu un rapport fort à la nature, tels que Aldo Léopold, Élisée Reclus, Théodore Monod. Et ces recherches-là m'ont amené à découvrir comme ça un peu par hasard hein, la fiche Wikipédia de John Muir que je connaissais absolument pas. Et quand j'ai lu en fait sa biographie, je me suis dit mais il a une vie complètement incroyable. Comment ça se fait que je le connaissais pas avant quoi. Et ouais. Et du coup, ouais, excusez-moi, je prends un petit. Ouais, je suis complètement charmé par cette aventure et du coup par ce personnage et du coup je demande à mes amis tout ça s'ils ont entendu parler de ce personnage et personne ne le connaît quoi, en fait quoi. Donc je me dis c'est quand même étonnant alors qu'on connaît tous Soro et des personnages comme ça. Et du coup, je décide d'acheter en fait des livres de John Muir. Et là, je suis complètement aussi charmé par sa poésie, par son humilité aussi, et par sa capacité à s'émerveiller des paysages de nature qu'il peut voir, hein, et surtout à transmettre cet émerveillement à travers son écriture, quoi. Et donc rapidement, j'ai l'idée de peut-être raconter plus particulièrement son premier voyage. Et là, j'en parle à Jean parce on échange régulièrement par mail. Et là, elle me dit, bah, écoute, son premier voyage, je le mène en Californie. Donc, je crois que c'est le moment de renouveler mon invitation. Et du coup, elle me réinvite en Californie. Et puis cette fois-ci, j'ai accepté, quoi. Voilà, donc voilà, c'est le personnage de John Muir. Et donc voilà, je me suis retrouvé en Californie. Donc voilà, j'ai choisi cette photo, mais voilà parce que voilà, j'ai passé à peu près un mois dans les grands espaces américains. Donc on campait comme ça dans le Grand Yosemite et dans d'autres parcs nationaux. Donc voilà, là vous avez vu mauvais temps, mais rassurez-vous, très vite, la plupart du temps il faisait très beau. C'était dès le lendemain. Et alors pour financer ce grand voyage d'un mois,
on a décidé de créer avec Jean Meeting into the Forest. Donc du coup, c'était une lecture dessinée aussi en Californie. Donc on a fait 5 représentations dans des grandes universités américaines, à San Francisco, à Sacramento, à Chico, Santa Rosa et Stockton. Donc c'est un petit peu comme ce que je vais faire donc à Rue des Livres, hein. C'est-à-dire que Jean il lisait des extraits de son roman, pendant que moi je dessinais, c'était projeté sur ce grand écran, et le tout dans une ambiance musicale. Et ce projet nous a permis aussi d'avoir une subvention de l'Institut français de Rennes Métropole. Voilà, donc pour expliquer un petit peu le voyage, c'est que donc je passais la plupart de mon temps seul ou avec Jean dans ces grands espaces naturels. Donc c'était génial pour moi de découvrir vous voyez, les séquoias géants, hein, qu'on peut voir des deux côtés. Parce que c'est vraiment des moments où on est presque dans un temple, quoi. On est comme en pleine dévotion devant ces arbres qui font 100 mètres de haut, quoi, hein. Et puis aussi de ces parois rocheuses de Yosemite qui sont vraiment magnifiques, quoi. Donc c'était vraiment un voyage vraiment merveilleux. Et par contre, ça faisait un peu bizarre du coup de me sortir de temps en temps des bois pour aller faire la représentation dans les grandes universités, quoi. Et ce voyage m'a permis aussi de marcher donc sur les traces de John Muir dans les espaces sauvages, bien sûr, mais aussi d'accéder à ses archives. Et donc voilà, là c'est les carnets de voyage de John Muir qui ont du coup 150 ans. Et vous voyez, il faisait aussi des petits dessins. Voilà, donc il dessinait mieux les paysages que les bonhommes quand même. Mais voilà, c'était vraiment chouette de voir du coup ces photos, tous ces écrits, tous ces dessins. C'était un vrai moment d'émotion de pouvoir voilà, les tenir entre mes mains, quoi. Et c'était aussi l'occasion de... Voilà, je suis encore en train de regarder ces petits carnets, quoi, là les photos. Et ouais, ça a été l'occasion aussi de rencontrer Mike Wurst, qui est considéré comme un des spécialistes de John Muir et qui est le responsable de ses archives. Et qui, lui, Mike Wurst, il a été repéré dans le Grand Yosemite où John Muir se postait pour dessiner, quoi, en fait, hein. Donc vous voyez, là, c'est vraiment un dessin ici de John Muir qui correspond parfaitement à cette photo. Donc vous allez pouvoir constater qu'à chaque fois, John Muir trouvait un endroit assez confortable pour se mettre à dessiner, quoi, en fait. Donc il a souvent adossé contre une paroi de granit, comme ça. Donc c'est vraiment chouette pour moi de découvrir ces endroits. Après, je vous avouerai que c'était... Enfin voilà, à un moment j'ai voulu faire un petit peu du hors-piste pour marcher sur les traces, pour m'aventurer un petit peu plus, pour m'approcher d'une chute d'eau. Et donc j'ai fait... Bon, j'avançais pas très vite, enfin j'avais pas l'impression de me rapprocher très rapidement de la chute d'eau. Et au bout d'un moment, je me dis que ce serait peut-être plus sage pour moi de faire demi-tour, pour pas me perdre, quoi. Et effectivement, quand je me suis retourné, le décor était plus du tout le même. Et je savais plus où j'étais, quoi. Et là, je me suis dit, il n'est pas John Muir qui veut, quoi. Mais bon, j'ai réussi à retrouver mon chemin, heureusement, parce que j'avais peur de faire le titre des journaux, des faits divers. Un auteur de BD a voulu faire une BD sur John Muir et s'est perdu. Bon, ça a été. J'ai retrouvé ma route. Ouais, encore pire. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de pile. Alors je vais passer à la façon traditionnelle du coup. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Voilà, c'est une photo là, de la maison de John Muir, qui est aujourd'hui devenue un musée. Et donc j'ai pu également visiter ce musée. Donc vous voyez là, c'était sa pièce au gribouillis qu'il appelle ça. Donc c'est l'endroit où il dessinait et puis où il écrivait. Voilà, qui fait partie des pièces de cette maison. Donc cette maison se trouve à Martinez aussi en Californie.
Voilà. Alors, mais bon, voilà, je vous explique un petit peu mon voyage, mais je vous ai pas encore trop parlé de John Muir. Alors, qui est John Muir? Alors, c'est John Muir, il est d'origine écossaise. Et donc à l'âge de, donc il vivait à Dunbar. Donc là c'est une photo assez contemporaine, mais voilà, il vivait comme ça dans un petit village au bord de l'eau, au nord de l'Écosse. Et à l'âge de 11 ans, eh ben, ses parents vont décider d'émigrer aux États-Unis, comme beaucoup d'Écossais, pour acheter une ferme. Et donc ses parents vont s'installer dans le Wisconsin. Et là, John Muir va être complètement déscolarisé. Et, euh, et il va passer tout son temps, comme ses 7 frères et sœurs, à travailler dès le lever du jour jusqu'au coucher du soleil, enfin, à participer aux travaux de la ferme, quoi. Et un jour, à l'âge de 14 ans, euh, il va vouloir, John Muir, réapprendre. Il va demander à ses parents s'ils peuvent lui acheter un cahier de mathématiques et d'algèbre pour s'éduquer un peu, à continuer à apprendre des choses eux tout seul, quoi. Et son père lui dit, mais écoute, voilà, je t'ai déscolarisé, donc je ne peux pas te refuser ces cadeaux, donc ok. Il lui prend les livres, quoi. Et, euh, mais par contre, il va lui dire qu'il doit garder, euh, il ne doit pas prendre du temps sur les travaux de la ferme, quoi, en fait. Donc, John Muir va décider de se lever tous les matins à 4 heures, 3-4 heures du matin pour étudier ses livres. Donc, je trouve ça hyper impressionnant. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui auraient fait ça. Moi, c'est sûr que non. Même pour dessiner, je pense que j'aurais pas eu ce courage. Et rapidement, vu qu'il fait très froid pendant l'hiver, pendant le Wisconsin, John Muir va décider de passer vraiment à la pratique, de mettre tout ce qu'il a appris dans les livres à la pratique. Et il va commencer à sculpter dans du bois des rouages qu'il va ensuite assembler. Et pour créer une horloge qui fonctionne complètement tout en bois. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il arrive à créer, quoi. Donc c'est vraiment complètement fou. Et au bout d'un moment, il va décider de créer aussi un mécanisme qui est relié donc à cette horloge en bois et qui permet de secouer un lit pour servir de réveil matin, quoi. Donc on a vraiment affaire à un genre de géo trouve-tout, quoi. Donc il va créer aussi des baromètres, tout plein de machines, des machines à couper, tout plein de trucs assez incroyables. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité avec la création de machines. Donc vous voyez encore un prototype. Donc c'était en plus des machines qui étaient très belles et qui fonctionnaient toutes, hein. Voilà, John Muir, du coup, à l'âge de 24 ans. Et donc ces qualités-là vont lui permettre de quitter en fait la ferme familiale pour aller travailler dans des gens de Syrie. Et donc lui, son rôle, il est contremaître. Donc son rôle, c'est de réparer, en fait, de faire en sorte que les machines fonctionnent et de les réparer si jamais il y a une avarie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Et là, ça va être un petit peu le drame, puisqu'il va coincer en fait sa lime dans ce mécanisme, et ça va complètement bloquer le système. Et la courroie va finir par lâcher, ça va lui renvoyer la ligne en plein visage et lui crever les yeux, quoi, en fait, quoi. Et donc là, John Muir se retrouve en chambre sombre avec donc un bandage sous les yeux le temps que ses yeux cicatrisent. Et là, il est plein de regrets parce qu'il se dit que s'il avait su qu'il allait être aveugle à l'âge de 28 ans, il aurait fait d'autres choix dans la vie, il aurait voyagé, quoi, en fait, il aurait pu découvrir un peu plus largement les grands espaces sauvages américains. Et il y a une personne qui s'occupe de lui, qui s'appelle Katharine Merrill. Donc, c'est pas n'importe qui, elle est devenue la deuxième femme professeure d'université aux États-Unis. Et elle a déjà beaucoup voyagé en Europe et elle a écrit, tenait des carnets de voyage. Et donc, je pense qu'elle a vraiment eu un rôle assez important sur John Muir pour pas qu'il perde confiance et qu'il allait l'encourager, enfin, ouais, faire en sorte qu'il ne perde pas confiance, qu'il pense qu'il allait, qu'il puisse guérir, quoi, en fait, et aussi lui dire qu'il peut s'autoriser ce voyage, parce que John Muir était issu d'une famille protestante où le père était vraiment très très dur, c'est-à-dire qu'il lui obligeait ses enfants à apprendre par cœur
les versets de la Bible, et s'il y avait la moindre erreur, il recevait des coups de bâton. C'était vraiment très dur. Donc pour lui, c'était pas évident de s'autoriser à voyager. Donc là aussi, la valeur travail était vraiment très, très, très importante. Et voilà, donc je pense que cette rencontre va vraiment donner à John Muir la possibilité de s'autoriser peut-être à faire un voyage et le raconter après dans des textes, quoi. Et après quelques mois de convalescence, John Muir va finalement recouvrir la vue totale d'un œil et partielle de l'autre, c'est-à-dire qu'il va garder un genre de voile, comme s'il voyait à travers un miroir. Mais il revoit, et donc il va entamer en fait le grand voyage de ses rêves, qui était de partir en fait de l'Indiana et de descendre jusqu'à la Floride, donc en traversant le Kentucky, le Tennessee, la Caroline du Nord, la Géorgie, puis la Floride. Donc ça représente 1500 km à pied. Et il va le faire avec simplement dans son sac un peu de farine pour faire du pain, un peu de thé. Voilà. Et il va dormir la plupart du temps à la Belle Étoile ou demander l'hospitalité aux gens, quoi. Donc c'était vraiment un voyage vraiment à la route, quoi. Et donc son but pour lui, c'est de découvrir en fait toutes les espèces de plantes qui poussent dans les différents états, et puis de les presser pour ensuite venir les étudier quand il rentrera en Californie. Donc voilà. Mais ce voyage va rapidement prendre une tournure plus importante qu'il a imaginé, parce que rapidement, moi j'ai senti que ça devient presque une quête initiatique. C'est-à-dire qu'il recherche vraiment, il ressent petit à petit une envie de se reconnecter à la nature, quoi. Rapidement, il se déconditionne de la vie moderne à laquelle il était habitué, et se sent complètement reconnecté à la nature qui est tout autour de lui. Voilà. Et puis son voyage va devenir après bien plus grand, puisque vous voyez, il va poursuivre son voyage il va remonter après à New York pour ensuite repartir prendre un bateau jusqu'à la Floride, où il va s'enfoncer dans la Sierra Nevada. Et c'est à cet endroit-là qu'il va avoir vraiment l'ultime un peu révélation. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un instant de grâce, de reconnexion avec la nature. Et donc c'est vraiment cette histoire, ce premier voyage que j'ai choisi en fait de raconter. Alors pour ce qui est des étapes de travail, la première étape, c'est le travail de scénario. Et donc là pour ça, forcément, je me suis appuyé sur ses carnets de voyage à lui, mais John Muir parlait très peu de ce qui... il décrivait beaucoup l'environnement, les plantes autour de lui, mais il parlait très peu de lui et puis des rencontres qu'il faisait en chemin. Donc ça, c'est toute la partie que moi j'ai pu romancer. Mais pour pas être trop éloigné de l'homme, j'ai aussi pris le temps quand même de traduire toute sa correspondance, donc les lettres qu'il écrivait à sa femme, mais aussi à ses amis, à sa famille, pour vraiment connaître un peu plus l'intime de John Muir, quoi. Et une fois que j'avais tous ces éléments, j'ai commencé à raconter ce premier voyage. Voilà, donc le scénario, ma BD fait 158 pages de dessin, mais du coup ça représente 50 pages de scénario, donc où je présente finalement pour chaque séquence un petit peu les protagonismes qui sont en place, qui sont là, plus un peu le décor du lieu, et puis sinon c'est essentiellement du dialogue, quoi, que je retravaille tout au long du processus de création. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je commence à faire des recherches aussi iconographiques, puisque j'avais besoin de savoir comment était John Muir, apprendre pour savoir le dessiner, mais aussi savoir un peu comment l'événement que portaient en fait les gens en fait à cette époque. Donc vous voyez, là c'est principalement John Muir, mais ici vous voyez aussi des personnages qui vivent à la même époque, pour me faire une bonne idée de tout ça. Donc vous pouvez voir, il y a aussi des séquences de films sur lesquelles j'ai pu aussi m'appuyer. Et ensuite, j'ai commencé à dessiner ces personnages-là, quoi. Donc vous voyez la planche de gauche, ici ça va être John Muir, voilà, que j'ai dessiné sous différents angles, mais avec aussi différentes expressions.
Et puis les personnages secondaires. Vous voyez en haut Katharine Merrill, mais voilà, il y a aussi j'ai dessiné aussi les paysans, là un sage montagnard, là vous avez les chasseurs d'alligators, les brigands, et puis les cow-boys après sur la côte ouest. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, je passe à l'étape la plus importante en bande dessinée, qui est l'étape du storyboard. Donc là, l'idée du storyboard, c'est vraiment créer le rythme de l'histoire. C'est vraiment qu'on transforme tout ce qui a été écrit en scénario en dessin. Donc c'est vraiment l'étape la plus intense et la plus créative. Hein. Donc c'est là qu'on décide quel cadrage on choisit, quel rythme on donne à l'histoire, quel angle de vue on choisit aussi. Est-ce que voilà, forcément si je choisis un angle de vue en plongée, ça va donner un sentiment de vulnérabilité au personnage. Si je le dessine plutôt avec un angle de vue en contre-plongée, ça va le rendre plus important. Donc on essaie toujours de changer en fait de point de vue pour dynamiser un peu ce qu'on écrit. Et c'est là qu'on décide aussi où on place les bulles quoi en fait quoi. Donc forcément, vous allez voir, il y a des gros changements de décor. Là, on est en Floride, hein, donc il y a une végétation qui est assez dense. Mais là, après, c'est New York. Mais après, voici la Californie. Donc il y a beaucoup de changements d'état et donc beaucoup de changements de décor. Donc moi, j'avais collecté beaucoup d'images pour chaque état. Donc les plantes qui poussent à tel endroit, les animaux qui poussent, qui vivent à tel endroit. Et que chaque fois que je franchissais un état, je faisais une séance de visionnage des photos que j'avais collectées pour me mettre dans l'ambiance et pour être en capacité ensuite à les dessiner de façon assez spontanée, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est là qu'on place aussi évidemment les bulles. Donc après, c'est vrai que mon storyboard était assez poussé au niveau dessin. J'ai mes collègues d'atelier qui me disaient mais voilà, t'es un peu fou de dessiner, de pousser autant ton dessin pour juste un storyboard, parce que j'aurais pu aussi bien faire des personnages, des bonhommes patates, ça fonctionnait tout aussi bien. Le seul objectif, c'est que ce soit lisible pour l'éditeur et qu'il puisse me faire un retour et qu'on puisse savoir si l'histoire est bien construite comme ça ou s'il y a des faiblesses et des aspects à retravailler, quoi. Voilà. Et ensuite, je passe à l'étape du crayonné. Donc l'étape du crayonné, c'est-à-dire que je reprends un peu mon storyboard. Donc la partie créative est plus derrière moi, hein, parce que finalement c'est plutôt dans le scénario et puis dans le storyboard qu'il y a beaucoup de création. On est vraiment dans un état où on est complètement plongé en fait dans son histoire, et du coup on a beaucoup de choses à jeter, à recommencer, parce qu'on n'a pas tout de suite toutes les bonnes solutions. Et par contre, quand on arrive au crayonné, là par contre, c'est simplement essayer de reprendre tout ce qui a été travaillé au début, mais avec beaucoup plus de finesse et de propreté. En gros, travailler la perspective quand il y a des maisons, travailler beaucoup plus aussi les expressions des personnages, et mettre beaucoup plus de détails aussi dans la végétation, tout ça, quoi. Donc moi, j'avais vraiment envie que mes crayonnés soient très très précis pour que ensuite j'ai plus simplement qu'à les décalquer pour ma dernière étape. Je vais peut-être passer un peu vite, mais voilà, là c'est donc là il arrive dans les montagnes de Géorgie. Et ici c'est de nouveau du coup la Floride avec les alligators partout. Donc il a traversé la Floride à peu près en marchant, en étant dans l'eau, John Muir. Donc je me demande comment il s'est pas fait attaquer par les alligators. Il a eu beaucoup de chance en fait dans son voyage. Et voilà, là, il fait face au grand séquoia de Californie, quoi. Donc c'était vraiment un voyage assez incroyable qui a duré 3 ans. Et ensuite, vous voyez, je passe à l'étape de finalisation des planches, donc d'ancrage, mais qui est aussi au crayon, hein. Tout est au crayon, hein. C'est une technique qui est complètement traditionnelle, parce que j'utilise simplement l'ordinateur que pour insérer ensuite mes bulles. Donc l'idée, c'est de décalquer le crayonné que j'ai fait avant. Vous voyez, là, c'était juste décalqué. Et ensuite, de reprendre ici au dessin, en apportant toutes mes petites nuances, mes niveaux de gris, quoi, en fait, hein. Et je suis obligé de travailler tout le temps de gauche à droite pour éviter d'étaler en fait le graphite avec la tranche de ma main, vous voyez. Donc d'avoir un petit buvard et d'avancer vraiment comme ça pour vraiment ne rien abîmer. Donc c'est une technique qui est vraiment très longue. Il me fallait à peu près 2 jours pour faire une seule planche, quoi, en fait.
Donc, mais voilà, mais rassurez-vous, je ne m'ennuyais pas. Hein, j'écoutais de la musique dans mon casque et rapidement il y a l'esprit qui décroche. En fait, on part un peu dans l'imaginaire. Alors soit je voyageais avec John Muir, soit je voyageais un petit peu ailleurs. Mais c'est plus à la fin de la journée que je me disais, oh là là, j'ai fait que ça aujourd'hui, une demi-page, ça avance pas très vite. Mais je pense que c'était la technique quand même à utiliser puisque déjà je prenais du plaisir, j'étais dans un état un peu de méditation en le faisant. Mais je trouve que ça apporte aussi beaucoup de douceur et une certaine texture qui permet de bien représenter la nature, quoi, en faisant des petites spirales. Donc on peut avoir le sentiment qu'on voit un tapis de feuilles mortes, des choses comme ça. Donc c'était assez agréable à travailler. Et surtout que c'était une technique que j'avais déjà expérimentée dans ma précédente BD et donc je maîtrisais de plus en plus, quoi. Donc c'était assez naturel pour moi de dessiner comme ça. Vous voyez, bon, voilà, par exemple, la trame, c'est pareil. Hein, ici, c'est que des petits points. Donc, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être une dizaine de passages pour arriver à trouver une trame aussi fine que ça. Donc, quand on fait une première case, au début, on ne se rend pas bien compte, mais on se dit, ouais, il va falloir garder après la même technique tout au long des pages, quoi. Voilà, donc là, c'est une séquence où John Muir découvre les forêts de chênes du Kentucky. Voilà, là c'est dans le Tennessee où John Muir va rencontrer aussi beaucoup de pauvreté puisque c'est le pays le voyage qu'il a entrepris, c'est donc en 1868, donc l'État, le pays sortait juste de la guerre de sécession. Donc voilà, il y a beaucoup de misère suite à ça. Donc, comme je vous disais, moi j'ai pu, vu qu'il parlait très peu des rencontres qu'il faisait en chemin, moi j'ai pu les romancer pour faire aussi pour raconter John Muir évidemment, mais pour montrer l'état d'esprit aussi des gens à cette époque-là en fait. Vous voyez, là c'est face à aux brigands, qui est de grand chemin, parce qu'il forcément. Et voilà, du coup, au final, l'album, la couverture. Alors, moi, l'histoire de Au cœur de la solitude s'arrête à ce premier grand voyage, mais forcément, John Muir, c'est un peu une amorce c'est le voyage qui a transformé complètement John Muir, en fait. Je pense qu'au début, il avait vraiment l'idée de faire vraiment le voyage de ses rêves, mais au final, il va décider c'est un voyage qui va tellement le bouleverser qu'ensuite, il ne retournera plus jamais travailler à l'usine et qui va consacrer en fait toute sa vie à protéger la nature. Des destructions humaines et aussi d'essayer de sensibiliser les gens pour essayer de garder des espaces sauvages, préservés. Et donc il va continuer à vivre beaucoup d'aventures. Vous voyez comme à gauche, c'est le genre d'aventurier qui est capable de monter en haut d'un pin pour voir ce que ça fait d'être à la cime d'un arbre ballotté par les vents en pleine tempête. Donc il y a un petit côté un peu foufou du personnage qui est vraiment chouette. À droite, là, vous avez le mont Shasta. C'est donc un mont volcanique. Et une fois aussi, John Muir, il s'est fait surprendre tout en haut par une tempête de neige. Et donc impossible de redescendre. Et donc la seule solution qu'il va trouver, c'est de se coller en fait contre la roche de trachyte rouge, donc une roche volcanique vraiment très chaude. Et donc vous voyez, il se met un côté une fois le dos contre la roche, un côté pile, un côté face, en fait, pour un peu comme une merguez, pour essayer de suivre. Quand il a vraiment trop chaud au dos, il se retourne. Et ça va lui permettre de survivre à ce moment. Et redescendre vivant, mais avec des cloques partout, en fait, sur le corps, quoi. Donc il va continuer à voyager en fait toute sa vie. Donc à travers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Alaska énormément aussi. Et il va aussi avoir quand même son pied à terre en Californie, dans une maison où il cultive des arbres fruitiers. Mais voilà, et aussi il va passer toujours beaucoup de temps en pleine nature, à dormir à la belle étoile et à écrire des articles scientifiques, mais aussi engagés pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Comme je vous disais, à une époque où finalement tout le monde un peu s'en fiche un petit peu, quoi. Les gens voient la nature comme une matière comme matière à s'enrichir ou alors une crainte, mais absolument pas comme quelque chose à préserver. Sauf que l'électricité n'était pas encore très développée.
Et un jour, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, va entendre parler en fait de lui, comment dire, John Muir, et va vouloir le rencontrer. Et John Muir va lui dire, écoutez, moi, si vous voulez me rencontrer, il va falloir venir découvrir les grands espaces avec moi et dormir à la belle étoile dans l'espace sauvage, quoi. Et le président va accepter ça. Et ils vont aller dormir tous les deux pendant 3-4 nuits, comme ça, en pleine nature sauvage. Et donc ils se réveillent le matin avec de la neige sur eux, donc ils enlèvent la neige et tout, et puis ils repartent randonner dans ces espaces-là. Et suite à quoi le président va dire qu'il n'a jamais connu quelqu'un d'aussi intéressant que John Muir, et aussi libre, et va accepter sa requête qui est de créer un parc fédéral plutôt, à Yosemite, quoi, en fait. Donc on peut considérer que c'est grâce à John Muir qu'il existe, que ce parc existe, et qu'aujourd'hui on peut voir encore là-bas des séquoias qui ont 3000 ans, donc qui datent de la même époque que les pharaons en Égypte, quoi. C'est assez fou, quoi. Parce qu'à cette époque-là, sinon les bûcherons, ils connaissaient, ils n'avaient aucune limite. Donc voilà. Donc voilà, j'avais envie de terminer par cette photo de John Muir que j'adore, et puis aussi cette phrase qui dit un petit peu tout, aussi ce que j'ai voulu mettre dans mon livre, qui dit « Et dans la forêt, je vais pour perdre mon esprit et retrouver mon âme ». Voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment nous inspirer aujourd'hui pour nous reconnecter en fait, à la nature, pour apprendre à la protéger, parce que quand on aime quelque chose, tout simplement on veut la protéger, et on peut tous sentir en fait ce qu'il veut dire, puisque dès qu'on prend un peu le temps d'aller se promener un petit peu dans la nature, même si on est dans des vies très agitées où on court un petit peu dans tous les sens, quand on se promène un peu dans la nature, rapidement on prend du recul sur la situation, on se sent ressourcé, et ça nous ramène en fait à nous-mêmes, quoi, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu essayer de mettre dans ce livre aussi. Merci, Lomix, pour cette exposition de John Muir, de votre travail qui est juste extraordinaire. Et s'il y a une ou deux questions, mais on a aussi un vernissage et c'est l'occasion pour vous de découvrir les planches et l'exposition. Donc, s'il y a une question brûlante, on peut le prendre. Mais sinon, vous aurez tout le temps de poser des questions pendant la petite réception qu'on a prévue. Donc, je pense que je peux clôturer cette partie de la soirée. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite de découvrir les planches dans la salle d'exposition. Merci de votre écoute et merci Lomig.